Bonjour, bienvenue dans les rendez-vous de l'Anacofi. Aujourd'hui, pour cette dernière émission de l'année, bilan 2020 et perspective 2021. Et avec moi, David Charlet, président de l'Anacofi. Bonjour. Bonjour. Nebojša Srećković, secrétaire général de l'Anacofi. Bonjour. Bonjour. Et Sébastien Barrault, secrétaire général Anacofi Immobilier et Anacofi Syndicat. On en reparlera. Bonjour. Bonjour. David, on vit un moment, évidemment, on continue de vivre des moments étonnants. Là, on est vraisemblablement en bout de second confinement. Comment vous avez vécu ce moment ? Je pense qu'on l'a tous vécu de façon un peu difficile. Alors, selon les cas, un peu moins difficile que le premier, ou paradoxalement pour certains plus, parce qu'il est arrivé en plus de ce qui s'est passé avant. Donc, nous, à l'Anacofi, on l'a vécu pas trop mal parce qu'on était organisés. Mais c'est un pas trop mal qui est quand même très arrêté par rapport à ce que ça aurait pu être. Donc on a géré une crise de bout en bout. En fait, l'année aurait été une longue série de mini-crises au milieu d'une grande crise. Et on a été... Juste une donnée, vous allez vite comprendre. On a fait des notes d'organisation de l'Anacofi. Dans l'année, on en aura fait 7. Ce qui veut dire, pour le dire très simplement, que dans l'année, on se sera réorganisé 7 fois. Voilà comment on l'a vécu. Après, la maison est là, elle a tenu et on a eu l'avantage d'être capable de travailler à distance pour les équipes qui sont les nôtres. Donc voilà comment on l'a vécu, avec des adhérents qui nous parlaient, qui là franchement des choses très différentes. Certains allaient bien, mal, on en reparlera un peu plus tard. Voilà l'ambiance dans laquelle on a vécu cette année-là, et avec ce dernier confinement qui vient confirmer ce qu'était l'année, quoi. On a presque, je ne sais pas si vous trouvez, l'impression que l'année ne se termine pas, parce que quelque part, cette phase qu'on vit n'est pas terminée. Oui, c'est ça. Genre, depuis le début de l'année, on a l'impression que dans 4 mois, c'est fini. 5 mois. Enfin, on annonce que dans X mois. Et puis là, les gens sont en train d'arriver à Noël et au Nouvel An et de se rendre compte que ça continue après. Voilà. Pour beaucoup de gens, il y avait cette espèce d'impression psychologique que, clac, au 31, c'est fini. Et puis après, on passe à autre chose. Et là, maintenant, ils sont au 31 et ils voient bien que le 31, c'est juste une date. Voilà. Donc, oui, c'est vrai. Nebojša, David évoquait les adhérents, la façon dont ils réagissent à ces événements. Vous aviez cet été publié une étude. Est-ce que le deuxième confinement modifie un petit peu la façon dont vos adhérents vivent cette période ? Déjà, le premier confinement, c'est un premier constat, parce qu'on n'était pas du tout préparés et habitués. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a basé cette étude justement pour voir un petit peu comment ils ont vécu ce premier confinement. Effectivement, David, sur la partie second confinement, a beaucoup plus d'échanges avec les adhérents. Nous, aujourd'hui, d'un point de vue statistique, on a à peu près 50% des adhérents qui se disent qu'ils sont plutôt bien sortis. Ils sont sortis normalement, on va dire. Il y a sans trop d'incidence pour eux. Par contre, on a 19% qui ont souffert et on en a 6% qui sont dans une situation dangereuse ou précaire. Voilà, donc ça c'est le constat, et là c'est que tout n'est pas rose. Il y a eu des changements fondamentaux. L'accélération du digital, si on n'avait pas été préparé un petit peu avant, c'est accuser le coup, n'a pas été facile pour tout le monde. Voilà. Et donc le deuxième confinement, finalement, il accentue un peu quand même les... Il y a toujours ce décalage. On en discutait, on en discute même avec les confrères et autres. Sur la première partie, les clients nous regardent, nous disent oui, c'est bien, c'est vrai qu'on comprend que vous ne pouvez pas venir nous voir. Voilà. La deuxième partie, on comprend que vous ne pouvez pas venir nous voir parce que vous voulez nous protéger, mais nous on s'en fout, on a besoin de vous voir. Voilà. Et du coup, la question c'est comment on passe à l'acte sans voir les clients. Et le digital répond pas à toutes les questions, répond à toutes les problématiques réglementaires, de suivi du client, d'assistance. Là-dessus, on a été hyper présent par rapport à nos amis banquiers ou assureurs, où là, on a fait front. Et maintenant, les clients savent ce que c'est d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine qui les représente et qui les assiste. Mais la deuxième vague n'a pas été vécue du tout de la même façon. Et c'est là où on s'aperçoit que s'il y a une troisième vague, ça va risquer réellement de pénaliser nos activités. Et justement, cet élan, ce dynamisme qu'on a besoin, ou cette inertie qu'on a besoin pour faire évoluer nos cabinets respectifs. Sébastien, on évoque les clients, eux, comment ils réagissent ? Alors, ils ont réagi différemment entre le premier confinement et le second, en espérant qu'il n'y en ait pas de troisième. Le premier, tout le monde a été un petit peu surpris, comme le disait Nebojša,
que ce soit les conseillers en gestion de patrimoine, les fournisseurs aussi, et puis les clients eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes devaient s'organiser avec leurs propres problématiques quotidiennes, à savoir la garde d'enfants, le développement des visios, les réunions à distance, que ce soit par Zoom, Teams, enfin tous les outils qu'on a pu découvrir qui sont eux-mêmes un petit peu calés. Et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué parce que la plupart de nos adhérents sont des personnes qui travaillent à 1, 2, 3 personnes. Ce n'est pas forcément des très grosses structures, donc il a fallu s'adapter individuellement à cela, et les clients aussi. Le second amène d'autres problématiques, en fait. Il faut savoir que là, tout le monde est dans une incertitude totale. On ne sait pas quand ça va se terminer, quand cette crise sanitaire va se terminer. Alors, est-ce que le vaccin va être une solution ou pas? Voilà, seuls les scientifiques le savent. Est-ce que la crise économique va perdurer? On sait qu'on augmente la dette, enfin que tout le monde augmente la dette, c'est assez conséquent. Et du coup, est-ce que demain, tout simplement, un salarié aura toujours son emploi? De manière très pragmatique, est-ce qu'un chef d'entreprise pourra toujours survivre? Est-ce qu'un gérant de restaurant va réussir à s'en sortir sans trop de dégâts? Et ça, c'est vraiment la grosse difficulté. Donc, du coup, le deuxième confinement, c'est un petit peu stand-by. Les gens vont moins... clairement, la réponse des clients des CGP, alors, je n'ai pas la parole absolue, bien évidemment, mais des retours que j'ai pu avoir, les retours ont été on attend, on verra après, on laisse passer. Autant le premier confinement, on pouvait encore se projeter, on disait tiens, c'est une vague, on y va, on va repartir. Et d'ailleurs, entre les deux confinements, il y a eu énormément d'activités, sortir du premier confinement et puis jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à fin octobre. Mais là, c'est plutôt qui va piano, va sano, on va dire. Donc, on attend. On attend, et c'est jamais bon pour les marchés, c'est jamais bon pour l'investissement, c'est jamais bon pour l'économie. Quand on ne sait pas où on va, automatiquement, toute la chaîne s'en ressent. C'est logique. Oui, il faut remarquer qu'il y a deux typologies de clients différentes. Il y a les clients que l'on a, et sur cela, ce qui est nouveau, c'est que on avait l'impression au premier confinement qu'on pouvait travailler avec eux. Ils acceptaient, même pour ceux qui rejetaient le digital, de travailler. Donc on disait, au moins on peut creuser cette masse-là. Et puis, il y a ceux qu'on essaye de fabriquer, les prospects. Et ça, dès le début, on a eu une difficulté avec. Ce qui est assez, dans cette deuxième vague, ce qui nous remonte, mais on ne l'a pas encore dans les statistiques, puisqu'on n'a pas encore fait d'études complémentaires dessus, c'est, comme le dit Sébastien, il y a de plus en plus de gens qui disent « on attend », comme le dit Débauchard, et il y a de plus de gens qui disent, alors même qu'ils ont accepté de travailler en digital, je parle des clients, non, mais là c'est bon, on arrête sur le digital, vous êtes gentils, mais on va attendre de se voir. Donc, on a une difficulté à créer de nouveaux clients, et on a un certain nombre de clients qui disent « quand la vie reprendra, on reprendra ». Voilà, ce qu'on ne sait pas encore mesurer aujourd'hui, c'est l'impact que ça aura sur le business de nos métiers. Sur les conseils en finance d'entreprise qu'on a aussi, on n'entend pas exactement la même chose, mais quand même un peu, les entreprises sont encore sous perfusion. La question, c'est quand on va retirer la perfusion, il se passe quoi? Voilà. Et c'est vrai pour le particulier que peut être quelqu'un qui travaille dans une entreprise, c'est vrai aussi pour les entreprises. Il se passe quoi quand on retire la perfusion? 2 secondes. Voilà. Et beaucoup de gens disent, je prendrai ma décision quand j'y verrai clair. Ce qui est logique. Et ce que vous disiez, c'est que c'est difficile de conquérir un prospect sans se rencontrer, c'est ça? Il y a... Allez, au moins 50, si ce n'est 70% des systèmes de conquête clients qui, là, sont quasiment à l'arrêt. Donc, certains ont des modèles où ils sont sur le 25-30% autres et n'auront pas de problème. D'autres vous disent, dans les moments de pic, on a réussi à rattraper, mais ce n'est pas la majorité de ce que l'on entend. Donc voilà, il y a bien certains qui ont déjà trouvé un modèle qui génère, mais l'immense majorité des populations qui sont les nôtres, tant les CGP que les CFE, nous disent pas ça. Nous disent que... j'ai un de nos adhérents assez important qui disait « il n'y a plus de frais ». Je trouve que l'image est assez claire. C'est... Là, on est sur ce qu'on avait en stock dans les réfrigérateurs, il n'y a plus de frais, quoi. Voilà. On fait des fonds de tiroir. Débauchard. Et les marchés avaient fortement chuté, ils ont fortement corrigé. Ouais.
Et autant les clients étaient satisfaits qu'on soit présent pour leur expliquer que les pertes qu'ils avaient subies et d'être rassurés sur ces pertes-là, autant pour ceux qui ont pu, ils ont bien récupéré les pertes qu'ils ont subies. Et aujourd'hui, avec ce décalage avec l'économie et des marchés qui sont quand même revenus pour le CAC 40, autour de 5003, 5006, c'est quand même un bon niveau. On n'est pas à 6200 comme on était avant. Mais les clients se disent, tiens, il y a moins d'opportunités, donc il y a moins de temps, on a plus de temps devant nous. Et puis on a ces incertitudes sur l'économie aussi. Donc c'est tout ça qui retarde. Et la vraie question, on en parlera dans les perspectives, c'est les clients de demain qui ne sont pas encore clients de nos cabinets. Et puis il ne faut quand même pas oublier que notre métier est à la base quand même de l'humain, des rencontres, de la confiance un client va donner de sa confiance auprès de son interlocuteur, qu'il soit CGP ou conseiller en finance d'entreprise. Enfin, en tout cas, il va y avoir un partage, un échange, et que le digital, c'est très bien, sauf que, moi, c'est ma philosophie, je préfère rencontrer les gens réellement, échanger avec eux, apprendre à se connaître pour créer cette confiance, ce lien de confiance. Or, clairement, de facto, juste via un écran, un ordinateur, finalement, est-ce que la personne en face, c'est bien la bonne personne qu'on a ? Et on a eu des sujets qu'on a vus avec l'autorité des marchés financiers ou autres, d'usurpation d'identité. Est-ce que les personnes sont bien les personnes ? Comment les CGP peuvent vérifier que les clients ou les prospects qu'ils vont avoir sont bien les personnes aussi qu'elles disent être ? Donc, lutte sur la traçabilité financière, etc. Enfin, les papiers, ils vont envoyer des papiers par... Ça crée... Et en fait, il y a une discordance, en fait. Et du coup, voilà, enfin, moi, il y a quelques années, j'ai rencontré un rugbyman qui me disait, moi, je fais du business, un rugbyman assez connu, Sébastien Chaval, qui disait, quand je fais du business après avoir fait sa carrière de rugbyman, avait créé ses sociétés, il en a de nombreuses, il disait, moi, c'est simple, je ne fais du business qu'avec des gens avec qui j'ai partagé une côte de bœuf ou que j'ai partagé un bon moment. Voilà, l'humain. Le digital, c'est un outil, à mon sens. Après, chacun fait comme il le souhaite, effectivement. Mais je pense que l'humain et la confiance, c'est indissociable. C'est pour l'instant dominant dans tous les métiers du conseil. Maintenant, encore une fois, il existe des modèles digitaux, on a 50% de ceux qui sont digitaux, qui sont à l'Anacofi, pas de problème, mais pour l'instant, ils sont une frange. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on pouvait remplacer tout ce qui allait manquer par ça? La réponse est pas surtout. En fait, la réponse, c'est ça, c'est pas surtout. On peut remplacer la discussion sur un dossier qui est en chantier avec quelqu'un qu'on connaît, et là, on a tous appris à le faire, et il y a un certain nombre de choses qui coincent. Et notamment la conquête... Comment ? On connaît déjà la personne, souvent. Oui, c'est ça. Quand la relation de confiance a déjà été instaurée, gérer, utiliser le digital pour continuer son business, c'est ce que dit David. Il n'y a pas de problème, c'est le suivi, c'est l'accompagnement, ou même... Mais créer from scratch un contact, un prospect, transformer un prospect en client... Quelques-uns savent le faire, mais pour l'instant, c'est pas un modèle dominant et pas non plus chez les clients. Voilà. Bon. Et c'est impressionnant de voir que, premier confinement, on est tous épatés par les performances des outils digitaux, au tel point qu'on se dit demain, on n'ira plus au bureau. Et deuxième confinement, on redécouvre l'importance de l'humain. Et là, d'ailleurs, sur la vision... Mais c'est quand on nous a privés de restaurants, si tu veux, que ça... C'est-à-dire là, on a dit, alors là, le moment de la coupure n'existe plus. Non, mais je le dis en plaisantant, mais c'est vrai. C'est-à-dire que à ce moment-là, on s'est rendu compte que c'est rien. C'est si tu vas... ta capacité d'échange quand tu vas en bureau, c'est moins de personnes. Et c'est plus de moments convivial. Et là, il y a une rupture de plus. Et je pense que ce deuxième confinement, qui n'en est pas autant un que le premier, là, on a bien tous perçu ça. C'est bon, attends, on a 5 minutes d'avance, on va prendre un café, ça n'existe plus. Si le client, on se voit 2 minutes, on va prendre un café, ça n'existe plus. Vous passez au bureau ou je passe chez vous. Oui, mais non, parce que... OK. Et ça a été assez brutal, à mon avis. Ça nous a conduit aussi à changer toutes nos méthodes. Entre je travaille de temps en temps à la maison, qui est agréable,
Et mon vrai travail, c'est de travailler en télétravail à la maison avec une autre forme d'expression, puisque là, pour le coup, on change de modèle d'expression. Une chose qu'on est capable d'expliquer dans un rapport écrit de 3 pages, en étant face à face au client, en faisant des schémas, en dessinant en face de lui, en lui expliquant, et interagir en fonction de son niveau de compréhension, et le détailler avec 50 slides en PowerPoint pour lui exposer dans l'outil, c'est totalement différent. Alors du coup, ça a du bon aussi pour les cabinets. Ça permet aussi de se repositionner, de se reposer les bonnes questions aussi sur nos façons d'expliquer aux clients. Donc il y a du positif dans les 2 cas. David, lors de notre précédente émission, vous aviez évoqué le plan de réorganisation de l'Anacofi. On arrive à la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez pu faire ? Alors, on a pu faire pas mal de choses quand même. Là-dessus, c'est l'avantage, c'est que dans cette année compliquée pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, l'Anacofi s'est réorganisé plusieurs fois, a eu à se repenser plusieurs fois. Donc, ce que l'on a déjà pu faire, on a déjà pu créer l'Anacofi syndicat, c'est-à-dire venir repositionner tous les éléments de négociation et de travail autour des conventions collectives, tu pourras en parler, dans une sorte de pôle. De l'autre côté, on a pu engager les travaux de fusion de l'Anacofi IEBSP et de l'Anacofi Assurance pour créer l'Anacofi Courtage, c'est-à-dire un grand pôle courtage, là où on a de l'autre côté un grand pôle conseil financier, et on aura donc un grand pôle syndical. Ça, c'est fait. On a pu également travailler et commencer à déployer les nouveaux outils, le nouvel univers digital de l'Anacofi. On en avait déjà un, ce qui nous a beaucoup aidé. On l'avait dit dans les émissions précédentes. C'est tout le monde de l'intérieur de l'Anacofi disait on a un truc, c'est bien, mais enfin c'est vieux. N'empêche qu'on a été heureux de l'avoir. On a découvert qu'il n'y a pas grand monde qui l'avait et qu'on a pu tourner l'année. Mais là, quand même, on avait engagé il y a déjà un moment un plan. Donc on arrive à échéance et donc ça commence à être livré. Et puis on a en termes de réorganisation autour de thématiques comme la formation et autres, tout ça a été fait. Par exemple, toute l'offre formation devait être retraitée, elle a été retraitée. D'abord parce que c'était prévu comme ça, et ça on a fini de livrer. Et ensuite parce qu'il a fallu imaginer des choses liées à la crise. Et là-dessus, on est en train de livrer les nouveaux modèles depuis déjà quelques mois, mais je veux dire, tout n'est pas complètement rodé. Par exemple, les webinaires formation, les espèces de la liaison entre ces webinaires formation puis les formations en journée pleine. Voilà, il reste quelques ajustements à faire, mais en termes de plan de réorganisation Anacofi, là, on a fait le plus gros de ce plan, tant administrativement que techniquement. Et Bochat, David dit, on a travaillé sur l'évolution de nos outils digitaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, moi, j'étais administrateur, trésorier, puis je suis devenu secrétaire général. Mais nous l'appelons l'administrateur digital, quand même. Il faut aussi savoir. C'est pour ça que c'est lui qui gère. Et puisque j'ai la chance d'avoir une double casquette avec la présidence de l'Arme Pénélope, c'est pour ça aussi que j'ai ce privilège d'être aussi pointu sur la partie digitale. Et le constat très positif qu'on a, c'est qu'on a une structure avec beaucoup d'adhérents, beaucoup de personnel, et on s'est dit, ça va demander une inertie pour bouger, et pas du tout. Et là où c'était la grande surprise, on a vraiment des pôles dans chaque service de l'Anacofi qui est très soudé, avec des gens très compétents, qui ont su réagir, qui nous ont permis du coup de montrer qu'on était déjà hyper digitalisé, mais on le savait pas. C'est la grande surprise a été là-dessus. Par contre, il nous manquait le déclic. Et le déclic, on l'a fait voter en conseil d'administration. On a alloué un budget sur un programme sur 2020-2021, sur toute cette refonte sur la partie digitale, CRM, accès adhérent et sur la partie formation. Les modules se mettent petit à petit en place. Il y a un gros travail qui a été fait. Ça va commencer à être livré. La partie sur l'espace adhérent va être mise en ligne là prochainement. Les adhésions, c'est cette semaine. Le module pour les adhésions, c'est cette semaine. Ce sera le premier livré. Donc là, on a tous les tests qui sont passés ce matin. Donc tout est bon. Donc on va pouvoir ouvrir pour que les adhérents puissent renouveler leur adhésion qui est très importante pour eux aussi. Et du coup, tous les autres modules vont venir s'implémenter au fur et à mesure. Mais ça fait partie des perspectives 2021. Il y a plein de nouveautés. Mais je laisse en suspens pour répondre à la question sur la deuxième partie.
Sébastien, je l'évoquais en vous présentant, vous êtes secrétaire général de l'Anacofi syndicat. Alors pourquoi avoir créé un syndicat? Alors tout simplement, comme l'a expliqué David, nous arrivons au tournant 2020, 2021, 2022 aux renégociations et négociations des conventions collectives représentant l'univers de la banque, de l'assurance. Et à un moment donné, statutairement en France, pour pouvoir se faire, pouvoir être représentatif, il faut créer une structure syndicale et non pas associative. Donc ça avait été voté en Assemblée générale l'année dernière et donc nous avons créé l'Anacofi syndicat pour ce faire. Donc je suis devenu secrétaire général de l'Anacofi syndicat auprès de Guy Cohen qui en est le président et Bernard Cohen-Haddad qui en est le vice-président. Bernard Cohen-Haddad qui est aussi le président de la CPME Île-de-France, ça permet d'avoir un petit peu de synergie. L'idée, tout simplement, c'est de faire porter la voix des courtiers d'assurance d'abord, et puis des courtiers de tous les métiers, banque, assurance, conseil financier, au sein de cette convention collective. À l'heure actuelle, ce sont les salariés des banques ou des organismes bancaires ou de l'assurance qui sont très représentés. Nous, CGP, peu ou pas. Donc là, on voudrait bien être un petit peu présent parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques en fait que les banques et les assurances. Et donc, je pense que chaque adhérent, enfin en tout cas chaque personne, chaque CGP a aussi son petit mot à dire. Et nous, on va être, on va dire, l'étendard. Oui, on va être un étendard, en tout cas, essayer de les défendre et de faire valoir nos positions pour pouvoir avancer sur cette convention collective sans que nous devenions les oubliés de cette réforme, enfin pas cette réforme, mais en tout cas de ces discussions. Nous faisons partie du paysage économique à l'heure actuelle. Il faudra quelques années. Il faut qu'on soit très très clair, il faudra quelques années, notamment parce que l'une des conventions collectives dont on parle est à cette heure en projet. Donc, mais donc voilà, il y a un moment, il faut démarrer, donc on s'est mis en ordre de bataille. Et de l'extérieur, quand on a nos propres cabinets, on se dit oh, je vois pas en quoi je vais être impacté, quel est l'intérêt pour moi ou autre, je vois pas ce que ça change. Mais en réalité, ça change tout parce que ça nous permet nous en tant qu'employeurs de mieux protéger nos salariés. C'est vraiment un point important de savoir dans quel cadre on travaille. Et deux, ça permet aussi aux salariés de savoir dans quel cadre et quels sont leurs droits, puisque aujourd'hui on peut ne pas adhérer à une convention collective ou prendre une convention générale. On peut adhérer à une convention collective sur le courtage en assurance, sur l'immobilier, sur du syntec. On peut vraiment adhérer à plusieurs conventions. Ce ne sont pas les mêmes droits, en fait. Il y a des droits différents. En fait. Et la question, c'est que quand, au sein d'un même cabinet, vous avez plusieurs services, vous ne pouvez pas avoir plusieurs conventions collectives différentes. Il est très difficile de moyenner à la hausse ou de dire on prend le mieux de chaque, etc., puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est là où on a besoin du syndicat et justement du président, des vice-présidents et du secrétaire général qui ont cette expertise sur le social qui va vraiment nous aider dans l'avenir. Oui, il nous manquait cette carte. On l'avait sur l'immobilier. Sébastien en était déjà le secrétaire général. Il était l'un des rares de l'équipe à avoir déjà négocié une convention collective. Il nous fallait une partie syndicale au sens de traitement des conventions collectives de l'autre côté. Voilà. La continuité et le fait d'avoir des gens qui gèrent des pôles entiers a du sens. Donc, le secrétaire général syndical. Et comme ça, il aura la même vision dans les deux domaines, puisque pour l'instant, il y a 2 conventions collectives qui existent. Donc, il aura une capacité à pouvoir avoir ça à sa main. D'où l'importance de coadhérer au syndicat aussi. Voilà. Mais attention, un syndicat est à adhésion facultative. D'accord. Donc, nous ne pourrons pas imposer à nos membres de rejoindre la partie syndicale. Un syndicat, par nature, est à adhésion facultative. Donc, tous ceux de nos membres qui voudront nous apporter leur concours et du coup, quelque part, nous donner plus de force, que ce soit pour maintenant ou pour dans quelques années, si sur ce tour-là, on n'arrive pas à être structuré comme il faut, puisque les négos sont en cours, ce sera le bienvenu, mais vraiment, là où quand on parle d'auto, de co-régulation, il y a une obligation d'adhésion et il y a une association, dans certains cas, on peut forcer l'adhésion. C'est impossible, c'est interdit en matière syndicale. Voilà, donc on ne va pas le faire. On propose, on explique pourquoi et on espère que beaucoup de nos membres nous rejoindront là-dedans. Après, l'union fait la force. Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons peser. C'est ça le sujet. Et plus nous pouvons représenter. Et en fait, on a un gros problème de représentativité en France. On est un des pays les moins, en tout cas en termes de syndicats de salariés, par rapport à l'Allemagne. On a un très fort peu
très faible taux de... Ouais. Et c'est dommage, parce que le droit positif et le dialogue social, ce sont des éléments en or pour avancer sur tous les sujets. Et c'est beaucoup plus simple, parce que si on attend toujours que le régulateur ou que l'État vienne imposer des choses, on peut attendre longtemps. Alors que si on passe par les accords d'entreprise, les accords de branche, les discussions, les conventions collectives, etc., on peut avancer, mais à pas de géant. Et derrière, ça fait avancer les choses. On a la culture des associations chez nous. Voilà, on est en avance là-dessus. Et c'est important de l'avoir. Droit positif, dialogue social. Pour moi, c'est fondamental. David, vous arrivez donc dans le paysage syndical, mais vous aviez déjà un réel poids. Et est-ce que dans ce cadre, je crois que vous avez pris des positions sur le plan de relance qui a été annoncé par le gouvernement ? Oui, on a fait déjà 2 propositions autour de la logique du plan de relance. On en préparait et on continue à travailler dessus une critique au sens positif. Ceci dit, les choses s'enchaînent, il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Bon. Donc on s'est mêlé du plan de relance plusieurs fois cette année. Un certain nombre des choses que l'on a pu proposer ont été reprises dans les différents textes d'urgence ou dans le plan de relance lui-même. Donc voilà, on le regarde pour ce qu'il est. On va préparer encore des éléments de critique. Alors quand je dis critique, ça veut dire ce qui à notre sens fonctionnerait ou ne fonctionnerait pas, mais aussi leur dire ce qui peut manquer. Donc on bosse là-dessus. Pour l'instant, on a rejoint l'équipe que le ministère a souhaité avoir autour de lui sur le label relance. Donc ça marque bien à quel point on a bossé cette année. On a été intégré à la quinzaine d'organisations et de ministères qui ont été signataires du label relance, qui est un label qui va permettre de flécher de l'argent vers des entreprises françaises au travers d'un certain nombre de fonds labellisés. D'accord. Il y en a une centaine à cette heure. C'était l'objectif qui était fixé au départ. Il est atteint. Donc on verra si un jour il y en a 200, 300, 400. Voilà. À un moment, mais ceci dit, ça voudrait dire que ce sont des fonds qui flèchent vers des entreprises françaises telles qu'elles ont été définies et avec un certain nombre de critères ESG respectés. Donc ça aussi, c'est assez important. Voilà. Mais ça montre bien à quel point on a été impliqué là-dedans. Maintenant, il me semble que pour le moment où nous sommes maintenant, ça se calme. Voilà. Le plan de relance, il a été posé sur la table. On a vu hier sortir le plan de relance européen. On va regarder ce que ça donne. On entend quand même beaucoup de digital. Il y a beaucoup de volonté de rattrapage. On va regarder ça, parce que maintenant, il y a la dimension européenne qui arrive, avec tous les débats qu'il va y avoir d'ailleurs. Parce qu'autour du plan de relance européen, je pense que on nous dit qu'il a été acté 2 secondes quand même, parce qu'on voit immédiatement avoir des pays qui disent « Oui, vous êtes gentil, moi j'ai payé plus que je vais recevoir, etc. » Alors, 2 minutes. Donc je pense que maintenant, les choses vont recommencer à se passer à Bruxelles, et ensuite on verra pour la France. Pour l'instant, la France, elle pose des milliards pour essayer de soutenir ses entreprises, la perfusion dont je parlais tout à l'heure. Et on verra. Mais en tout cas, on est au cœur du sujet, tant et si bien qu'on est dans le label relance, et ça, c'est une vraie réussite. Vous êtes aussi sollicité régulièrement sur une série de réformes en cours. À l'heure actuelle, de quoi vous parlez, avec qui ? Bruxelles, et ils sont fous. Voilà, on va le dire. Non mais, c'est... Comment vous dire ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont retenu les textes tellement qu'ils ont eu le temps d'en préparer d'autres. Ouais. Et puis à un moment, ils ont ouvert les vannes. Et alors là, on se fait arroser, mais alors par on a une volumétrie de consultations bruxelloises qui est juste incroyable. Donc à Paris, c'est plutôt plus calme. On en a eu beaucoup cette année, hein. Mais là maintenant, c'est plutôt plus calme. Ceci dit, on est fin décembre, donc Noël approche. Mais Bruxelles, ils ne sont pas calmes du tout. On a demain un advisory board de la Fédération européenne. On a fait une réunion préparatoire. Il y a tellement de textes qu'on n'arrive même pas à se répartir les textes entre les juristes des différentes fédérations. On choisit en fait une fédération qui est pilote sur un projet, puis les autres viennent aider. C'est comme ça qu'on traite un grand nombre de consultations quand il y en a. Habituellement, ça pose pas vraiment de problème. On a plutôt plus de fédérations disponibles pour pouvoir bosser là-dessus. Là, c'est pas le cas. Et c'est la première fois que je vois ça. Donc on a des textes sur tout, dans tous les sens, certains se marchant sur... On a les régulateurs européens qui en balancent, plutôt plusieurs, hein, qu'une seule consultation. Vous avez en même temps les différents services, l'équivalent du Trésor bruxellois. Vous avez la Commission en elle-même. Ça part dans tous les sens. Voilà sur quoi on bosse ces temps-ci. C'est ça, avec des deadlines qui sont quand même très serrés. Ce volume incroyable de textes dont je parle, ce sont des réponses qu'il a fallu donner entre, disons, mi-octobre et le 30 mars.
quand vous essayez de coordonner des réponses à l'échelle européenne entre les différents professionnels, les différentes fédérations impliquées, je vous assure que c'est pas simple. Et puis c'est des pavés. Et puis ce sont des pavés qui souvent renvoient à d'autres pavés pour pouvoir y comprendre, pour comprendre ce que ça dit. C'est notre bonheur là, il est là. Oui. Et pour vous donner un ordre de grandeur, je pense qu'on doit pouvoir parler d'une vingtaine de textes sur une personne short, sur une période short, alors qu'en année normale, on a 6, 7 consultations des mêmes instances. Voilà, là vous avez un ordre de grandeur de ce qu'on est en train de supporter. Il y a un autre gros dossier, évidemment, dont on parle, c'est la grande série. C'est avec une échéance forte au 31 décembre, c'est le Brexit. Est-ce que ça vous impacte ? Oui. Vous, en tant que professionnel ? Oui et non. Alors, on va régler le non. Le non, c'est que nos marchés sont essentiellement français sur nos métiers d'intermédiation. Si on le regarde comme ça, nos entreprises, sur la France, on a 3% des membres qui disent faire de l'international. Globalement, en ayant Nebosha et moi, vous avez déjà un bout de ceux qui en font. D'accord ? Bon. Et puis il y a les frontaliers. Alors en plus, il y a différentes choses. Les frontaliers font pas exactement le même international que ceux qui sont à Paris ou à Lyon. Bon. Donc de ce côté-là, on peut dire, bon, puisque le marché est essentiellement national, pas trop. Sauf que, en réalité, aujourd'hui, on est dans un marché dominant français par rapport aux autres marchés d'Europe. Nos métiers c'est le marché qui va le mieux. C'est là qu'on a aussi parmi les plus belles entreprises. Elles sont mûres et elles commencent à essayer de sortir des frontières. Et là, le Brexit, les autorisations qui sont données aux AIFA britanniques et par leurs autorités locales, leur acceptation par le reste du monde, la simplification des règles qu'on annonce, voire qu'ils commencent déjà à appliquer, dans notre attaque de l'international au moment où nos entreprises, et notre marché est mûr pour aller s'exporter, c'est un vrai problème. Je pense qu'ils vont prendre des positions, mais on ne va pas en souffrir dans l'immédiat. Par contre, à moyen long terme, ça peut être un problème. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, par exemple, pour être très concret, d'Angleterre, ils pourraient travailler dans plein de pays, alors que nous, de France, pour pouvoir rivaliser avec eux, il faudra créer des vraies filiales ailleurs, parce qu'on ne pourra pas faire depuis l'Europe, depuis l'Union européenne. Ça n'est pas neutre. Je vous prends un pays où l'Union européenne dit non, c'est pas l'Union européenne, c'est la Suisse. Voilà. On parlait tout à l'heure de la Suisse. La Suisse, c'est pas l'Union européenne, donc l'Union européenne ne pouvait pas dealer comme vous voulez avec eux. Si les Anglais décident demain qu'ils peuvent le faire, c'est fini, ils le feront. Voilà. Et alors que nos conseillers, un pays au milieu, pourront pas le faire. Je vous prends cet exemple parce que c'est pas encore le cas, mais c'est déjà le cas avec d'autres pays alors qu'ils sont pas encore sortis. Voilà. Donc oui, je vois quelques éléments. Après, pour le reste, c'est pas nous qui sommes les plus concernés, mais tous ceux qui ont des passeports d'autorisation de travail sur la Grande-Bretagne, ce qui est mon cas, je le perds. Donc ça signifie que je ne pourrais plus suivre un client en pension sur la Grande-Bretagne, alors qu'aujourd'hui, je le faisais en toute légalité. Et de façon très simple. Voilà. Or, c'est en Angleterre que les Français avaient aussi activé le plus grand nombre de passeports de travail dans nos métiers. On arrive à la fin de ce bilan 2020. On ne peut pas clôturer 2020 sans parler du grand débat de l'année, qui sera d'ailleurs animé par les Échos. Alors, quel format pour une année et un moment si particulier ? Nous sommes désolés, un format digital. Alors, nous sommes désolés parce que tout le monde sait que c'est un format un peu club qui est dans un club bien connu parisien. En digital, on a fait très simple, compte tenu du fait qu'on fait en digital, les tables sont moins longues. Bilan, perspective, vous voyez, l'émission, son sujet, il est lié à ça. Bien sûr, nos autorités, des politiques, des représentants d'autres professions, sociétés de gestion et assureurs, pour le coup, la présidente de la Fédération des assureurs, le président de l'association des sociétés de gestion. Voilà, on est resté très très simple dans le schéma. On a essayé de garder la logique de ce qu'est ce grand débat. Faut réduire le temps parce qu'en visio on peut pas avoir les mêmes délais et puis passer par une visio animée toujours par les Échos bien sûr et un peu moins accompagnée d'une campagne de communication autour parce que habituellement il y a une dizaine de médias qui viennent avec nous sur cet événement et que là je peux pas les mettre dans une salle où il y aura personne à filmer un écran, voilà. Mais voilà ce que sera le grand débat.
On a à 7 heures autant d'inscrits que d'habitude en présentiel. Après, de toute façon, on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce que le système va saturer. Hein. Le système sature à 300, je crois, ou 250. Et on est déjà à peu près 200 et quelques. Donc voilà, il faut qu'on se calme. Et Nebojsa aura le plaisir de faire la partie bilan. Alors justement, c'est Nebojsa qui va aussi ouvrir la partie perspective 2021. On évoquait tout à l'heure le plan de réorganisation et vous nous disiez que voilà, les livraisons seraient importantes en fin d'année 2020, mais que ça allait se continuer en 2021. Donc on s'est équipé après un appel d'offres compliqué, vraiment d'un bel outil sur la partie gestion électronique des documents et relations avec les adhérents. Ça, c'est le gros du travail. Il y a toute cette migration des données, puisque il y a toutes les années à retraiter, à récupérer et à conserver. Ça, c'est vraiment le travail de longue haleine. Mais de l'autre côté, il a fallu donner des axes de priorité. L'axe de priorité, l'année arrivant bientôt à la fin, il fallait qu'on ouvre les vannes le plus rapidement possible sur l'adhésion. Donc, on a pris le parti pris avec les programmeurs et les différents éditeurs de logiciels de recréer un nouvel extranet pour nos adhérents, tout neuf. Donc pour l'instant, il n'aura qu'une seule fonction pour le démarrage, c'était pouvoir réadhérer, ce qui est le point important pour pouvoir continuer à exercer nos activités réglementaires. Et derrière, il va venir se nourrir avec toute la partie information, formation, facturation, le dépôt de tous les documents pour avoir un meilleur échange avec les différents services de l'Anacofi. Donc c'est un projet très ambitieux. C'est vraiment très important. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on a un plan sur 2020, sur 2021. Tout ce qu'on a fait sur 2020, ça se voit pas directement pour les adhérents, mais c'était le socle, c'était le plus important. Et on va passer sur la partie visible pour les adhérents, c'est-à-dire sur un nouveau site internet pour notre association, pour le syndicat, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus dans l'air du temps et toujours au possible augmenter les fonctionnalités de l'extranet adhérent de ce côté-là. Voilà. C'est ça qui est amusant quand on fait des plans comme ça. C'est en fait, les gens s'en rendront compte le jour où on livrera la dernière petite chose qui sera le site, c'est quelque chose d'assez important, mais en fait un site c'est pas le plus compliqué à faire. Et c'est ce jour-là que les gens verront tout ce qui aura été fait, qui aura pris des mois, et pas mal d'argent aussi, puisque c'est comme tout dans le digital, quand on vous annonce un budget, comptez double. Ouais. Après, il faut quand même aussi dire qu'il y a eu énormément de travail des équipes internes de l'Anacofi. Ah oui, c'est pour ça que je dis que c'est un énorme chantier. En fait, personne ne le voit, les adhérents ne le voient pas forcément, mais il y a quand même beaucoup de salariés à l'Anacofi qui travaillent au quotidien. Certaines étaient présentes physiquement au siège, et puis d'autres, forcément, le confinement oblige à distance. Et puis voilà, il y a eu énormément de travail, et ce chantier-là leur a rajouté aussi un petit peu de travail. Donc, je pense que c'est important de leur dire, ça va leur faciliter la vie plus tard. Moi, je pense que c'est l'objectif du digital, c'est en fait se simplifier la vie à un moment donné, sinon je vois pas l'intérêt. Je vois beaucoup qu'on paierait très cher quelque chose qui nous simplifie, qui nous complique la vie. Ça sert à rien. Donc c'est vrai que c'est compliqué, une année compliquée pour les membres, pour l'équipe interne et puis les administrateurs, bien évidemment, et Nebojsa entre autres, monsieur digital, comme on dit. Mais en tout cas, 2021, comme Nebojsa le disait, on va enfin voir l'iceberg émerger. Ce qui est important, c'est de dissocier entre le coût des prestataires et le coût temps homme interne. Et en compte analytique. Et en compte analytique, nous on est obligé avec David, surtout en tant qu'ancien trésorier, de comptabiliser en coût homme interne. Et c'est là qu'on voit que le digital, la mise en place du digital dans toutes les structures qu'elles existent, ce coût homme, il n'est pas comptabilisé comme il devrait l'être. Et c'est pour ça qu'on sait que le digital est un coût avant d'avoir un retour sur investissement. Et c'est là où l'équipe a été au rendez-vous. Ça, on peut les féliciter. Ça, c'est clair. Mais on voit aussi que c'est le deuxième plan de réorganisation technique de l'Anacofi. On a déjà eu un qu'on avait piloté sur 4 ans. Et c'est comme quand vous faites construire une maison, quoi. On vous dit c'est pas la première que vous savez exactement tout ce qu'il aurait fallu. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, dans la commande qu'on a passée et dans le suivi,
on a appris du premier plan qu'on avait vécu dans notre histoire, ce plan complet, totalement structuré, qui prenait la réorganisation de la SOS, des élus, des salariés, la construction, la mise en place, la création des services, plus derrière le CRM, etc. etc. Heureusement qu'on avait déjà fait ça. Franchement, je me dis, aujourd'hui, quand on parle de digital, c'est très bien, mais quand une entreprise qui ne l'est pas à la base doit se penser digital, c'est pas simple. Nous, notre force, c'est qu'on l'avait déjà fait. Pour donner une image, quand vous appuyez sur le bouton pour faire votre café, le café il coule, mais si vous n'avez pas prévu la machine qui moule le grain et qui le compresse, et puis vous n'avez pas alimenté d'eau et que vous n'avez surtout pas mis la tasse en dessous pour que le café tombe dans la tasse, bah effectivement, c'est ça l'aspect du digital, c'est qu'il y a tous les rouages derrière qui sont hyper techniques, hyper compliqués, sur lesquels on est obligé de faire venir des ingénieurs et des gens qui savent faire. C'est ça qui coûte cher. Mais après, ça simplifie nettement la vie pour l'adhérent. Et puis avec Unana Coffee qui a fait le choix de faire énormément de choses seul. Vous avez beaucoup d'organisations pro qui peuvent faire du relais. Nous, on le fait, bien sûr, et énormément. Mais on fait énormément de choses seuls. On fabrique beaucoup de choses. Donc, c'était très lourd. Enfin bref, voilà. Voilà ce projet. En 2021, ça signifie que le chantier de réorganisation, il sera avant tout digital. Oui. Oui, alors bon, attendons. On ne sait pas ce que sera l'année prochaine. Mais si tout se passe bien, on a fait le plus gros. Maintenant, on va avoir des livraisons, on va débugger, ensuite on verra. Administrativement, les assemblées générales sont dans le viseur, donc ce qui reste à acter administrativement, c'est sur les assemblées générales, et derrière, c'est quasiment uniquement des écritures, et quelques... Donc, on peut estimer que vers juin 2021, on aura fini tout le plan de réorganisation, qui au passage d'ailleurs permettra de réorganiser. On voit bien d'ailleurs l'équipe de demain, elle s'installe. Voilà, on l'avait dit, moi j'ai quand même un certain nombre de présidents, s'il y a un moment il faudra m'en tirer. L'équipe de demain s'installe et la structure qui leur permettra de piloter les outils, elle se déploie. Je pense qu'en juin, on aura fini de déployer ce qui était notre projet. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se rendra pas compte qu'il y a des corrections à faire. Mais ce qui était le projet sur cette phase-là, juin. Je pense qu'on sera bon. Et on a anticipé aussi l'Anacofi de demain. C'est-à-dire qu'on a prévu, si on fait l'analogie avec la maison, des chambres en plus, et de pouvoir moduler ces chambres-là pour accueillir toute la partie co-régulation, la partie assurance, la partie... Si et quand elle arrivera. Si et quand elle arrivera, puisque là, du coup, on sera plus tout dans la même taille qu'on est aujourd'hui. On sera encore plus conforté, ce qui confortera encore plus nos positions avec le syndicat, le syndicat sera encore plus conforté pour nous représenter. Donc, c'est que du positif, pour le coup, et des belles perspectives pour nos adhérents. Mais ce sont des débats intéressants, parce que si on prend l'Anacofi Courtage, par exemple, certains nous disent, vous êtes allé trop vite, on n'en a pas encore besoin, il n'y a pas d'auto et de co-régulation. Oui, mais il y a plusieurs sujets, et le jour où découvrir qu'on n'est pas armé, le problème qu'on a eu sur les syndicats, merde, on aurait dû le faire avant, on va le faire, mais du coup, ça va être plus compliqué. Et voilà, donc c'est effectivement le demain, la représentation professionnelle et l'accompagnement professionnel de demain qu'on essaye de préparer maintenant. On a toujours eu un coup d'avance à l'Anacofi, on essaie de le garder. Voilà. Sébastien, il y a un mois, on nous expliquait un petit peu, notre président nous expliquait le plan, notamment de vaccination, etc. Et sur le coup, on a pu avoir le sentiment que, début d'année, on était quasi en sortie de crise. On s'aperçoit que l'axe, c'est est-ce que ça va régler ce vaccin, tous les problèmes, etc. On nous annonce par ailleurs déjà une troisième vague au printemps. Est-ce que vous ne craignez pas que pour les clients, ce soit un coup un peu dur ? En fait, je me plais à dire, j'ai pas de boule de cristal, en fait. Et je pense que les politiques n'ont pas de boule de cristal non plus, les scientifiques non plus. La troisième vague, par ailleurs, je fais un petit peu de surf, il y a toujours 3 vagues. Quand on fait du surf, ça vient toujours par 3 vagues. Il y a toujours 3 grosses vagues et 3 petites vagues. Donc l'idée, c'est toujours de prendre la deuxième ou la troisième vague pour pouvoir surfer. Là, le problème, c'est que, honnêtement, j'en sais rien. C'est vraiment très problématique. Clairement, si on parle d'un sujet que je connais un peu mieux que d'autres, qui est peut-être l'immobilier, les chiffres que j'ai à l'heure actuelle de l'immobilier, que ce soit de l'immobilier ancien ou de l'immobilier neuf, l'année 2020 n'a pas été une bonne année. On entend ici ou là que c'est une bonne année pour l'immobilier. Non, c'est pas vrai. On va avoir entre 10 et 20% minimum de transactions en moins cette année. Dans le neuf, il y a 40% de mise en chantier en moins aussi cette année. Donc quelque part, tout ça, ça veut dire que c'est des besoins qui n'ont pas été fournis. Enfin, ils sont pas là. Donc on part déjà 2021 avec un déficit. Donc à un moment donné,
pour le rattraper, ça va être compliqué. 2021 va être compliqué. Les primo-accédants ont des gros soucis à l'heure actuelle pour accéder au financement. Les banques refusent de plus en plus de prêts. Et du coup, le marché, j'ai toujours dit, il se grippe un petit peu, même si on met un petit peu d'huile de temps en temps. Là, il est assez grippé. En sachant qu'on disait toujours à une époque, quand le bâtiment va, tout va. Là, le bâtiment va pas forcément super bien. D'autres secteurs vont bien, tant mieux. Le digital se développe à fond. Mais il ne faut pas oublier les besoins physiologiques des Français, enfin de tout le monde. La pyramide de Maslow, se loger et se nourrir, c'est juste en bas. Les autres besoins sont un peu plus hauts. Et pour arriver aux autres besoins, il faut déjà que les besoins de base soient comblés. Et là, comme c'est grippé ici, et je pense que ça va se tendre et que l'année 2021 va pas... Alors, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, bien évidemment, mais après, quel économiste peut dire « Oui, mais moi je sais, je vous l'avais dit, machin ». Non. Ouais. Je pense que l'année 2021 ne va pas forcément être formidable, loin de là, voire même compliqué. D'autant que les prix ne baissent pas. Le nombre de transactions diminue. Les prix à l'heure actuelle ne baissent pas. Il y aura sûrement un correctif parce qu'on sait très bien que les prix ont été dans certaines régions, certaines villes. Il y a eu, on parle de bulles, etc., inflationnistes. Oui et non, parce qu'en fait, c'est très pragmatique. Quand vous avez plus de demandes que d'offres, automatiquement, c'est la base des schémas économiques, les prix augmentent. Moins d'accession au crédit, moins d'offres sur le marché. Voilà. Et puis les lois dites de défiscalisation, type Pinel et autres, prolongées mais réformées, avec plus ou moins... Alors tout le monde s'est emballé sur le fait que c'est super, ça va jusqu'à 2024. Oui, mais enfin bon, on n'a pas vu les petites lignes qui font que les intérêts seront moins intéressants, qu'on va demander plus de normes, qu'on ne se positionne pas sur la partie des zones. L'important, c'est le zonage, en fait. C'est où est-ce qu'on va le faire. Parce que ce qui est intéressant dans l'immobilier, en tout cas, c'est d'aller proposer un besoin là où il y en a. Enfin, là où il y a un besoin. Enfin, si on construit dans des endroits, que ce soit des maisons ou des immeubles, où il n'y a pas de besoin économique, de développement, voilà, ça ne sert à rien. Donc là, on crée artificiellement, en fait, de l'offre, alors qu'il n'y en a pas besoin. Par contre, il y a besoin, effectivement, de redynamiser les centres-villes. Donc la loi de Normandie a été faite pour cela. Très bonne loi. Maintenant, c'est comme toujours, c'est toujours un petit peu de temps. L'immobilier, c'est toujours du long terme. C'est toujours 2-3 ans minimum pour que ça puisse se faire. Donc ça va arriver. On commence déjà à avoir des acteurs qui vont arriver qui proposent des lois d'investissement de Normandie. Le neuf, on va voir, parce qu'il y a eu beaucoup de cartes qui ont été rebattues, entre autres par l'arrivée des maires écologistes dans certaines grandes villes, qui ne veulent plus entendre parler de construction neuve. Des nouvelles normes qui vont être imposées aussi, parce que à l'heure actuelle, quand vous construisez un immeuble neuf, les normes elles sont extrêmement strictes. Et puis on n'est pas énergie passive encore, mais on est bien couvert. Mais si demain on rajoute des nouvelles normes, à un moment donné, qui va payer au final ? Parce que les constructeurs, les promoteurs, ils vont faire quoi ? S'il faut rajouter des choses, à un moment donné, les coûts de construction vont augmenter. Donc, tout ça. Donc, je ne sais pas, il va y avoir une régulation à un moment donné. Il y a des moments où c'est monté très haut, ça va descendre. D'autres, je ne crois pas à l'heure actuelle à un gros crack immobilier, comme on entend parler des fois. Ça peut arriver. C'est toujours l'histoire de confiance, en fait. Les cracks arrivent quand la perte de confiance s'instaure. Là, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et je pense que c'est un vrai problème, même sur l'économie, même sur l'investissement dans d'autres... Dans les entreprises non immobilières, c'est tout le sujet. Que va-t-il se passer ? On ne sait pas. Voilà. C'est compliqué de dire à un client aujourd'hui que vous devez aller prendre du risque. Sur quoi ? Sur ce type d'entreprise. D'accord, mais fonctionneront-elles ? Nous verrons. Donc, ça se concentre sur ce qui paraît évident et on arrive à y amener plus d'argent, ce qui est un peu l'un des intérêts de ce qui est actuellement fait dans les plans de relance. Mais c'est vrai que c'est un sujet particulier quand même, puisqu'on essaie de dire à des gens vous devez prendre plus de risques, mais au moment où ils se disent mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a trop de risques. Bon, voilà. C'est notre job. C'est le job des gens de nos métiers. Donc, tant qu'à faire, que les gens viennent voir nos métiers. Puisque si quelqu'un sait à peu près leur expliquer et essayer de chercher, c'est les nôtres.
Mais c'est vrai, il est très difficile de savoir ce qui va se passer. C'est vrai qu'on est à un moment où votre rôle de conseil, il n'est pas simple. Il n'est pas simple, mais en même temps, j'allais dire presque c'est nous ou rien. C'est-à-dire que si c'est pas nous, ce seront au mieux des grands réseaux bancaires ou autres qui fabriqueront des produits très standardisés, qui seront certainement très bons pour ce qu'ils feront, mais qui seront industrialisés. Voilà. C'est-à-dire vous aurez un produit sur du risque, tel type d'investissement, et ils flécheront des masses d'argent vers ce genre de choses. Vous avez zéro choix et pas beaucoup de réflexion. On est sur, pas de leur part à eux qui ont fabriqué les produits, mais pour vous, clients, il faudra subir. Ça marche pas. Voilà. C'est pas tout à fait le même cas avec nous. Donc je pense qu'on a vraiment fait la preuve pendant la crise qu'on était capable de faire, et on fera au mieux, et on fera certainement mieux que beaucoup d'autres pour les accompagner là-dedans. Ça, c'est très clair. S'il y a quand même 2 forces pour cette année à venir, la première, c'est que tout ce qui est entité d'accompagnement, notre association, mais aussi tous les autres acteurs de l'accompagnement des entreprises, et donc de nos membres ou d'autres types d'entreprises, ont développé des savoir-faire qu'ils n'avaient peut-être pas avant. On a bougé les services, on a bougé nos analyses, on a tout bougé pour se mettre au service du traitement de cette crise. Il faut en être conscient. Ça a été un des enjeux pour les organisations pro que nous sommes, pour des think tanks, pour tout ce que vous voulez. Et ça a été fait. Et je crois que ça a été bien fait. Du coup, on se retrouve avec trop d'analyses. Mais c'est comme on a trop de médecins sur les plateaux. Bon. Non, mais c'est vrai. Et puis, la deuxième chose, c'est celle de 2020. On était tous lancés. Toute l'économie, on peut dire ce que l'on veut, on aime ou on n'aime pas la logique de M. Macron, mais il amenait de l'argent vers les entreprises. Un certain nombre de choses fonctionnaient. On avait les gilets jaunes, on avait des problèmes sociaux, mais on avait économiquement quelque chose qui commençait à prendre. Et tout le monde était lancé comme un train. Et on a pris un mur. Là, on sait qu'on rentre dans un coin où il y a des embûches. Personne ne pourra dire qu'il va le découvrir. Voilà. Mais on va prendre des embûches en courant. Ok, mais on le sait. Et bien ça fait quand même une sacrée différence sur 2021. C'est-à-dire qu'à nous de bâtir dans nos entreprises, dans nos associations, des plans de développement ou de gestion de l'année 2021 qu'on n'a pas eu la liberté de prendre en 2020. En 2020, on a pris un mur, on a mis 2 mois à encaisser les problèmes que ça avait créé de se prendre ce mur. Tous, vous ici, on a stoppé l'émission parce que comment on fait, pouf, on ferme tout. Et on l'a fait comment? On l'a fait pas, on peut la faire, on peut pas la faire. On a mis combien de temps? Voilà. L'année prochaine, on n'aura pas ça. L'année prochaine, nous savons tous à quoi nous jouons. Et nous savons qu'il y aura des embûches, mais on sait qu'on sait courir et on sait que certains d'entre nous savent sauter. Bon, voilà. Et justement, David, à votre avis, vos adhérents, ils voient l'année 2021 comme étant une année qui va rester compliquée au premier semestre, par exemple? Oui. Ouais. Non, mais je pense qu'il n'y a pas une entreprise de France, et peut-être même dans toute la partie ouest du monde, ouest au sens, notre sens à nous, là où on met la France sur la carte du monde, pas où certes d'autres les mettent, parce que nous, sinon, on est très loin. Bon, mais en Europe de l'Ouest, et je pense aux États-Unis, qui peut dire que l'année lui paraît, le début de l'année en tout cas, le premier trimestre, et à mon avis le premier semestre, qu'il lui paraît simple? Non, il ne sera pas simple. Il ne sera pas simple. Mais on sait que ça peut fonctionner et qu'il faut qu'on fasse fonctionner. On sait qu'on peut fonctionner, on sait que ça va forcément s'améliorer. Alors pour nos métiers, je ne parle pas pour tous, il y en a quelques-uns, je pense. Encore une fois, retirons la perfusion, on verra. Pour nos métiers, sincèrement, la confiance est là sur ce qui va nous arriver après. C'est ce que l'on comprend. Et plus ça va se relâcher, plus ça devrait correctement se passer pour les nôtres. Par contre, on ne sait pas quand, on ne sait pas exactement comment, mais nos membres sont des chefs d'entreprise. Si à un moment, c'est à eux de préparer leur plan, et leur association est là pour essayer de les aider. Mais non, ce ne sera pas simple. Je ne vois pas un patron d'une fédération pro, quelle qu'elle soit, dire ce sera génial dans 3 mois. Non. Non, ce sera au mieux plus facile à gérer parce qu'on sait à quoi on joue et parce qu'on sait que nous ne sommes pas sur des activités en danger par elles-mêmes. Et on aura le résultat de la deuxième vague qu'à ce moment-là. Ouais. Aussi. Oui, alors il y aura par contre plein d'entreprises qui vont aller au tapis. Des entreprises de nos métiers, on peut imaginer que ce ne sera pas le cas. À part les quelques-unes qui ont déjà dit « je suis en fragilité, ça ne va pas ». Et quelques modèles, par exemple des gens très immobiliers, et qui n'arriveraient pas à trouver de marchandises ou qui n'arriveraient plus à trouver de clients, seront plus fragiles qu'un cabinet de CGP pluridisciplinaire qui a une quinzaine d'années. C'est con, mais dans notre univers à nous,
c'est le cas. Et l'un des éléments qui nous fera tenir, c'est notre système de rémunération aussi, qui est très, très critiqué, mais non d'un chien, il faut que tout le monde l'entende. Ce système de rémunération des métiers du conseil et de l'intermédiation français, c'est notre solidité. Et si on n'avait pas cette solidité, eh bien, il y a tout un tas de gens qui ont besoin d'accompagnement qui ne l'auraient pas. Voilà. Donc nous, on peut avoir et définir quel est le profil du cabinet qui est solide, parce qu'en connaissant son modèle de rémunération et sa typologie de client, on va dire celui-là, il est très solide, il sera encore là demain, et il peut réfléchir à ce qui se passera, alors que d'autres seront plus fragiles. Dernière question, on évoque 2021, donc forcément, on évoque le Tour de France 2021. Comment, même si là aussi, forcément, il y a un peu d'incertitude, mais comment vous le voyez se dérouler ? Alors, Quintana ou... alors, on a un peu posé ça. Il y a quelques jours. Donc, on a un projet. On va mélanger du présentiel et du digital. On n'a pas le choix. Disons que la proportion de digital dépendra sera inversement proportionnelle à notre capacité à déployer du présentiel. Donc, en fait, on a simplifié les systèmes proposés à travers toute la France. On va garder notre logique de Tour de France, mais on sait que là où habituellement on en fait 2 ou 3, on en fera un seul. La question, c'est quand ? D'accord, donc on va jouer avec les moments où ça paraît opportun, ce qui est ouvert, ce qui n'est pas ouvert. On aura certainement beaucoup d'événements extérieurs à nous qui vont nous contraindre, mais tous ceux qui deviendront digitaux nous contraignent moins. Donc il y a ces éléments-là à analyser. Donc Tour de France présentiel, oui. Formation et nos événements internes, oui. Nos grands événements anacofix ne sont pas très nombreux, oui, on va tous les déployer, mais alors à quelle date ? La semaine créole, la Maison de Marseille, notre convention annuelle qui est prévue au 7h pour le 18 mars, mais on discute quand même avec le Carrousel du Louvre pour essayer de voir si on peut la décaler un peu, pour gagner un peu de temps par rapport à ce moment où on aurait peut-être les premiers effets des campagnes de vaccination, on s'éloignerait de l'éventuelle 3e mini-vague s'il y en a une. Donc on essaie de discuter. Si on ne la fait pas, on aura l'université d'été qui... Voilà, tout ça c'est posé. Le grand débat, vous avez vu, on le fait de toute manière, donc on peut penser qu'en fin d'année prochaine, on pourra. Ouais. Et puis à côté de ça, on déploie tout un système digital. Le système digital, c'est notre centre e-learning qui fonctionne. On va relooker un peu ce qui est proposé. On nous a fait la remarque que nos modules e-learning étaient super au début, quand ça a commencé, sauf que tout le monde s'était mis à fabriquer de la formation digitale et que maintenant, t'es un peu vieillot par rapport à ce qui s'était déployé pendant l'année. Ok, on va essayer d'améliorer ça. Pas le contenu, la forme, pour qu'elle soit plus à la mode d'aujourd'hui. On va déployer des webinaires. Alors, on a déjà commencé à déployer des webinaires régionaux et par thème. On en a déjà plusieurs qui ont tourné. Donc, on va continuer ça. On va inventer des modèles on va déployer ce qu'on avait voulu déployer sur la fin de l'année, mais ça a été impossible. Donc, des formats mi-présentiel, mi-digital sur de la formation de l'événement, encore plus, parce que là, on en a fait un peu, mais pas sur la formation. Là, on va venir sur la thématique formation. Voilà, on va se déployer comme ça, et puis après, on verra bien. Si on nous fait comme cette année en nous disant « pas de présentiel de temps à temps », ce sera que du digital. Et si on peut faire du présentiel, on sait que sur les événements, 65% de nos membres voudraient bien venir en présentiel. En formation, une très petite minorité. Mais vu la taille de l'association, c'est suffisant pour justifier un Tour de France, par exemple. En tout cas, c'est une note finalement positive. Ces événements nous auront obligés à grandir, à innover. Et lors du retour à la normale, on peut se dire qu'on aura une nouvelle offre à proposer tous à nos clients et nos adhérents. Oui, il en restera forcément quelque chose. Oui. Je pense que nous n'éliminerons pas tout ce que nous avons inventé ou déployé pendant ces moments-là. Enfin, je ne pense pas. Aucun d'entre nous, dans aucune de nos entreprises. On a tous, même à l'échelle de nos entreprises. Ce sera comme ça. Il me reste à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, même si le réveillon du 31 devrait être très raisonnable. Et puis à vous donner rendez-vous à l'année prochaine pour une prochaine émission. Merci. Rendez-vous l'année prochaine pour un prochain rendez-vous de l'Anacofi. À très bientôt.